Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Sacha Yoga. Vous vous en doutez, on va parler de yoga. En plus, ça tombe bien, c'est une de mes résolutions 2023. Je me suis désinscrit de la salle de sport. Cette année, je me consacre au yoga. Enfin voilà, je vais laisser Sacha se présenter. On va parler un peu de son parcours. Sacha, c'est aussi quelqu'un qui a un parcours assez incroyable. Des profs de yoga, il y en a plein. Prof de yoga avec 150 000 abonnés sur Instagram. Tu fais une formation et justement, il va nous en parler. Il sort un livre. Moi, je trouve ça incroyable de prendre ce temps d'écrire un livre. Écoute, merci Marius pour ton invitation. Je suis intéressé d'en savoir plus sur ce que tu as mis en place niveau yoga et ça m'intéresse. Écoute, je vais essayer de faire relativement rapide, comme ça nous permettra d'élaborer peut-être d'autres sujets après. Mais donc, moi, c'est Sacha Yoga sur tous les réseaux sociaux. Donc, je suis professeur de yoga et j'étais militaire avant. Pour faire simple, parce que professeur de yoga, ça veut tout et rien dire. Ce qui, on va dire, me différencie un petit peu des d'autres professeurs de yoga, j'amène pas juste du yoga pour amener juste un petit peu de bien-être dans la vie, mais j'amène un vrai accompagnement et surtout une vraie progression pour mes élèves. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste de faire du yoga pour faire du yoga, mais d'avoir un vrai plan d'évolution, permettre à la fois de se développer physiquement et mentalement grâce à cette belle pratique. Ouais, et évidemment, on reviendra peut-être plus tard sur la fin sur peut-être des petits tips pour commencer le yoga et je dirais ce que je fais évidemment, c'est pas grand-chose. Mais tu parlais justement de l'évolution dans le yoga et moi justement, c'est un des points qui fait que j'ai été vers le yoga, parce que j'ai lu un des textes, un des premiers textes du yoga. Je sais pas exactement pourquoi j'ai lu ça, mais bon, j'aime bien lire et du coup justement, ils expliquaient ce que c'est le yoga, un peu dans l'origine. Ils disaient que la pratique, ce qu'on connaît du yoga, c'est un des je crois qu'il y a 8 piliers, je sais plus combien il y a de piliers. C'est un des piliers, c'est ça. Et voilà, c'est juste une partie, la pratique, c'est ce que tout le monde voit, mais il y a plein de choses derrière, c'est évidemment très spirituel. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus dans le yoga, évidemment. Donc, ouais. Et donc, je sais que toi, tu montres aussi, rien que physiquement, tu montrais sur Instagram des stories où ils arrivent à faire un truc que moi, je trouve incroyable. C'est quand tu es sur les mains et tu arrives à porter le reste de ton corps. Ça fait un peu partie de l'objectif parce que tu as l'avantage, tu peux un peu te la péter avec ça. C'est cool. Moi, ce que j'aime bien par rapport au yoga, c'est que avant, je faisais de la musculation. Tu vois des mecs qui sont super musclés et par exemple, ça, les handstands, ils n'arrivent pas forcément à le faire. Alors que toi, avec un corps Ouais, pas entre du guillemets, tout, ouais. ouais, bon, t'en es certain quand même qui s'ébrouillent un peu plus avec les calisthénies, Ouais, qui font justement un peu ces trucs-là. Et toi, j'aime bien cette approche. Moi, c'est le minimalisme, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Cette approche avec un corps entre guillemets moins musclé d'apparence, tu arrives à faire des choses que eux sont pas capables de faire. Tu as aussi le rapport avec la souplesse. Il y a plein de choses dans le yoga que je trouve super passionnant. Je trouve que moi, ce qui m'intéresse actuellement, quand je vais au sport, c'est pour mon bien-être à moi. Parce que mon objectif, c'est mon travail, c'est ce que je fais. Donc, quand mon corps va, entre guillemets, me bloquer parce que je respire pas assez bien, parce que voilà, mon corps, il est fatigué, donc je suis fatigué. Il est fatigué parce qu'il fait rien, il est mou. Donc, mon approche du sport, c'est de mettre mon corps dans une condition pour que je puisse être optimal dans mon travail. Et du coup, la salle de sport était pour moi pas optimale, alors que du yoga, où tu vas mettre l'accent sur la respiration, oxygéner le cerveau, bouger le corps. Surtout que la souplesse, moi j'aime beaucoup parce que en fait, tu ouvres des zones, cette notion de chakra aussi, que je maîtrise pas encore du tout. Mais tu as cette sensation d'ouvrir des zones et du coup que ton corps, il va bouger différemment, il va être plus ouvert. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'après je vais mieux travailler, quoi. tu sais, quand tu parles justement du fait de faire du yoga pour aussi t'aider dans ton travail, être peut-être plus productif, et cetera. Hem, Tu sais, on dit souvent, par exemple, que l'intestin, c'est le deuxième cerveau et ce que je trouve intéressant du coup, dans un petit peu cette comparaison, c'est que ton corps, pour moi, le corps, il est presque enfin, pour moi, c'est sûr par rapport à mon travail, mais en soi, le corps, il est aussi important que ton cerveau et c'est aussi pour ça que dans plein d'entreprises, par exemple chez Google et cetera, ils vont avoir, des tapis de marche pendant qu'ils travaillent ou ils vont essayer d'avoir un environnement qui leur permet de mettre aussi en place du mouvement dans leur travail parce que ça, c'est fondamental et l'intérêt aussi du yoga, c'est que ça te permet d'avoir une pratique complète. C'est-à-dire que, par exemple, si tu fais, de la musculation, tu vas simplement être musclé, tu vas également travailler un petit peu ta force en fonction de comment tu t'entraînes, mais tu vas juste être fort et musclé. Si c'est tes objectifs, c'est super, mais il va te manquer pour avoir, on va dire, un corps un peu complet, plein de choses. Comme tu t'en parlais, il y a pas de souplesse, il y a pas de travail de mobilité, il y a pas de travail de respiration, il y a pas de travail de l'esprit parce qu'il y a pas de méditation non plus. Donc si tu veux, il va falloir que tu compenses avec plein d'autres choses si tu veux être complet. L'avantage du yoga, c'est que ça te permet d'avoir un corps qui est quand même complet, d'avoir un travail complet. Après, ce qui est sûr, c'est que, hem,
si ton objectif, c'est de faire des compètes de bodybuilding, le yoga, ça suffit pas. Si ton objectif, c'est de faire partie du cercle du soleil en termes de souplesse, le yoga, ça suffit pas. C'est-à-dire que c'est bien parce que tu vas avoir quelque chose de complet, mais tu vas pas être expert de tout. Parce que si tu te dis expert de tout, t'es expert de rien. Mais voilà, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans tes vidéos. Déjà, tu as plein de vidéos. N'hésitez pas à aller voir ta chaîne YouTube. C'est incroyable. Et ce que j'aimais bien, c'est que tu parlais justement des faiblesses du yoga, notamment avec le tirage. Je te vois, c'est bien quand même. C'est assez évident quand on y réfléchit un peu qu'il n'y a pas spécialement de tirage. Mais c'est quand même bien d'avoir cette réflexion sur la souplesse, sur ce que tu dois faire à côté. Et le yoga, en plus, entre guillemets, on parle de yoga. Il y a plein de types de yoga. Il y en a qui mettent plus l'accent sur la méditation, justement. Toi, tu fais quel type de yoga? Ouais, alors, je réponds en 2 temps à ta question, comme ça va me permettre de répondre justement par rapport à ce que tu disais sur les lacunes du yoga. C'est tout à fait vrai, c'est-à-dire au yoga, il y a des lacunes physiques. Il y a 2 lacunes, pour moi, j'en vois que 2, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est pas des lacunes que j'ai pu constater. La première, c'est au niveau du renforcement du dos. Il y a très peu de mouvements qui travaillent notamment le haut du dos, et on a beaucoup de mouvements poussés et très peu de mouvements en tirage. C'est pour ça que moi, dans mes cours, je vais inclure des mouvements qui sortent un petit peu du yoga, mais que je ramène dedans. Je vais essayer de m'inspirer de plein de disciplines pour que mes élèves aient malgré tout une pratique complète. C'est-à-dire que je vais prendre une posture de yoga standard, mais je vais rajouter des mouvements où on va ramener des tirages, etc. Ça reste quelque chose au poids du corps, il n'y a pas de poids ou autre. Donc évidemment, c'est pas ça qui va te faire développer un dos énorme, mais ça te permet quand même malgré tout de le renforcer. Et le deuxième point manquant, c'est l'aspect cardio yoga. On va très peu faire monter le rythme cardiaque, sauf si vous débutez le yoga, vous n'avez pas une très bonne condition physique et vous faites un cours qui va super vite, là, votre cardio va monter. Mais sinon, rapidement, il y a un petit peu des limites, surtout qu'on travaille beaucoup sur la respiration. Par contre, moi, du coup, ce que je vais amener, c'est prendre des postures de yoga et les rendre un petit peu dynamiques, presque comme si on faisait un petit peu des circuits, des fois, d'entraînement, ce qui va permettre de me faire monter un petit peu ton cardio. Donc, moi, je compense les lacunes en modernisant ça un petit peu. Voilà, après, en termes de yoga, alors moi je suis formé dans plusieurs disciplines, plusieurs pratiques de yoga. Donc juste pour les citer, il y a du Vinyasa, du Hatha, de l'Ashtanga, du Yin. Je suis formateur aussi en Vinyasa et Yin Yoga. Et le Vinyasa, pour faire simple, c'est une pratique dynamique. Et le Yin, c'est l'inverse. C'est une pratique où on va rester longtemps dans les postures pour notamment relâcher les tissus, relâcher tout ce qui va être tension émotionnelle et mieux gérer le stress, etc. Mais pour faire simple, moi, ce que j'enseigne majoritairement, c'est un Vinyasa. Donc, Vinyasa, ça veut dire le yoga du mouvement. Donc, c'est des pratiques en mouvement. Et j'appellerais ça un Vinyasa fonctionnel dans le sens que mon enseignement, il est réfléchi pour que ça t'aide dans ton quotidien, que ça soit pour porter tes enfants, porter tes courses et tes mouvements dans la vie de tous les jours, quoi, en fait. C'est sûr que le yoga, c'est très varié. C'est un peu ça qui fait son charme. Tu as un peu parlé des faiblesses, on va peut-être parler un peu des forces, Ouais. notamment parce que tu as tout le travail de la respiration. Moi, quand j'en fais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un grand travail sur la ceinture abdominale. C'est quand même très important. Ouais, alors en fait, notamment dans les pratiques dynamiques de yoga, on passe beaucoup de temps plus ou moins dans des postures liées à la planche, donc tout ce qui va être lié un petit peu au gainage. Maintenant, tu as un travail profond qui se fait. Simplement, plus tu vas après avancer dans ta pratique, plus on va dire qu'au bout d'un moment, tu vas avoir un peu atteint un peu ton seuil maximum de progression, donc tu vas plus tellement ressentir qu'il se passe des choses au niveau de la sangle abdominale. Mais oui, tu as un travail assez complet au niveau des abdos. Et ce qui est aussi important de comprendre au yoga, c'est que beaucoup de gens, par exemple, ils associent le yoga avec le pilate. Le nombre de fois où il y a des gens qui m'écrivent: «Oui, je fais du yoga, mais non, je fais pas de yoga, mais je fais du pilate». C'est la même chose que si, je sais pas, j'étais entraîneur de foot et je vous demande si vous faites déjà du foot et vous me dites: «Non, mais bon, je fais du rugby, donc ça va, quoi». Et en fait, c'est complètement différent. C'est-à-dire que les gens l'associent parce que les 2 sont des pratiques douces et j'en parle en connaissance de cause parce que, j'ai 2 formations dans le pilates, même si c'est quelque chose que j'enseigne pas, enfin, que j'ai quasiment jamais enseigné parce que je reste focus sur le yoga, mais c'était juste pour compléter un peu mes connaissances. Mais, le but de pilates, c'est simplement une pratique physique dans laquelle on engage au maximum tout son corps et c'est une pratique très difficile le pilates. C'est-à-dire que si vous voulez bien faire des postures de pilates, il faut être, quasiment, positionné au millimètre près, engager parfaitement différentes zones musculaires et pour 95 des gens, c'est impossible. C'est-à-dire que moi, si j'essaye de faire du pilates, je dois vraiment être concentré pour vraiment bien pratiquer l'exercice de pilates qui là sera très difficile et très, très efficace. Mais ce qui fait que, si tu vas dans un cours de pilates, je sais pas s'il y a 100 personnes qui suivent le cours,
en vrai, il y en a peut-être 99 qui suivent pas très bien le cours, mais ils auront quand même des bénéfices, mais pas autant qu'ils pourraient avoir. Et le but de Pilates, comme je disais, c'est d'engager au maximum tes muscles. Alors que le yoga, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le but, c'est d'être dans une posture et d'engager le moins possible, mais juste ce qu'il faut pour être bien dans la posture. Donc, tu as une grande opposition quand même dans, j'ai envie de dire, un peu les objectifs de la pratique. Ok, ouais, c'est super intéressant cette distinction, hein. Mais de toute façon, tu as toujours ce problème-là dans les sports en salle. J'imagine que le yoga, c'est pareil. Quand tu t'y connais en yoga, tu sais qu'il y a une réflexion derrière les postures, notamment la respiration. Ouais. C'est quelque chose qui, après, ça dépend aussi évidemment du professeur. Mais quand tu Ouais. es dans une salle avec plein d'élèves, évidemment, c'est difficile de s'assurer que tout le monde fasse bien son exercice, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est pas évident et c'est pour ça que moi, ça fait maintenant un bon moment, 2 ans au moins que j'ai arrêté de faire mes cours collectifs. Parce que le souci dans un cours collectif, que vous ayez un bon prof ou un mauvais prof, alors quand je dis bon ou mauvais, c'est simplement un prof qui vous donne un cours qui a du sens et qui est cohérent et qui est sécuritaire, ou alors un ou une prof qui vous donne un cours qui n'a pas tellement de sens et qui est pas sécuritaire. Je dis juste ça, c'est pas du tout quelque chose de subjectif, hein, je parle juste dans les faits. Dans tous les cas, s'il y a plein de monde dans la salle, c'est impossible de voir que le cours est bien fait par les personnes. Et surtout, c'est impossible de faire un cours qui convient à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si je dis: «Bon, bah, voilà, il y a un cours, j'organise un cours dans, je sais pas, une salle à côté de chez moi, bah, allez-y, vous pouvez venir, cours pour tous les niveaux» et cetera. Le souci, c'est que, le cours, il va forcément avoir un certain niveau et tu vas avoir une partie des gens pour qui le cours va être trop dur. Donc, soit ils risquent de se faire mal, parce qu'ils vont vouloir trop forcer, soit ils risquent de se décourager. Et tu vas avoir une partie des gens pour qui le cours va être trop facile. Donc, en gros, ils risquent de se faire chier, pour faire simple. Et le souci de ça, c'est que c'est du coup impossible de faire un cours collectif qui convient à tout le monde. C'est un peu la même chose partout, hein. Ouais. Plus tu vas aller loin, plus tu vas essayer d'individualiser la pratique, parce que tu comprends qu'on est tous différents, qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, tous les mêmes attentes. Et c'est ça le plus important. Moi, j'aime beaucoup la notion d'avoir un objectif quand tu fais quelque chose. Et sur toute une salle de yoga, évidemment, ils n'ont pas tous le même objectif. Et déjà, parce que la plupart des gens ne définissent pas forcément leur objectif. Mais et justement, je crois que toi, tu as plusieurs programmes en fonction des objectifs spécifiques des personnes. Sur YouTube, tu parles pas mal de souplesse. C'est quelque chose qui est évidemment très lié avec le yoga. Mais est-ce que tu pratiques la souplesse, soit avec des exercices différents du yoga, pour faire complémentaire ou pas? Alors, pour faire simple, moi, donc à la base, mon expertise est beaucoup plus liée à tout ce qui va être les équilibres, comme on parlait un petit peu au début, donc toutes les postures qui sont avancées, qui paraissent waouh quand on regarde les photos ou les vidéos. Hem, donc ça, c'est réellement mon expertise. Après, sur les autres thèmes du mouvement, donc la mobilité, la souplesse, etc. Bien évidemment, c'est des thèmes que j'explore, que j'ai explorés et que je continuerai d'explorer. Hem, mais je me qualifie pas comme, expert, on va dire, en souplesse, tu vois? Maintenant, je connais les mécanismes et cetera, mais là où je suis le meilleur, on va dire, c'est tout ce qui est sur, l'aspect équilibre. Maintenant, en fait, moi, je considère que je m'entraîne tout le temps uniquement au yoga, mais que je vais piocher dans des disciplines autres pour les incorporer. C'est-à-dire que pour la souplesse, je vais utiliser plein d'exercices à la fois de souplesse et de mobilité que je peux voir dans d'autres types de pratiques, d'autres formes de mouvements, et je vais les incorporer à ma pratique de yoga. Mais pour moi, le yoga, c'est avant tout l'intention qu'on va mettre derrière la pratique. Et ce qui fait que, en fait, je vais jamais m'entraîner comme par exemple, tu vois, on va dire une danseuse qui va forcer pour avoir un tel type de souplesse ou autre. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mauvais, il y a vraiment aucun jugement, simplement les objectifs sont différents. C'est-à-dire qu'au yoga, on va travailler sa souplesse pour ouvrir le corps, libérer des tensions et pouvoir après méditer sans avoir de douleur. Mais il n'y a pas l'objectif en soi de se dire: «Il faut absolument que j'ai mon grand écart», par exemple, alors qu'une danseuse va se dire: «Bah, moi, j'ai mon spectacle. Pour le spectacle, il faut que j'ai le grand écart», tu vois? Donc, il y a pas le même rapport d'objectif et c'est ça qui différencie aussi beaucoup le yoga d'autres disciplines, par exemple. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis sur les objectifs. Tu as fait une grande parenthèse sur le yoga. Peut-être revenir un peu sur ton parcours, toi. Tu as dit que tu étais militaire. Ça, déjà, je trouve ça Ouais. super intéressant. Et comment tu t'es retrouvé, du coup, à arriver au yoga? C'est quoi ton parcours? Alors, donc moi, j'ai eu une grosse blessure, lorsque j'étais avant dans la gendarmerie et du coup, pendant ma rééducation, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'être en lutte constante entre mon corps et mon esprit, vouloir juste faire le bourrin et qu'il fallait que je fasse un petit peu plus attention à mon corps. Et complètement par hasard, dans la salle où je recommençais à m'entraîner, donc j'ai découvert qu'il y avait des cours de yoga et je me suis dit: «Bon, bah,
je vais y aller parce que c'est dans une salle de CrossFit, donc je sais qu'il n'y a pas beaucoup de papy et mamie et globalement, ils vont pas nous faire un cours trop mou non plus. J'avais jamais fait de yoga et je me suis dit, dans tous les cas, ça va m'aider à la récupération, ça doit être quelques exercices de souplesse et tout, et ça va m'aider à pas me reblesser. Et donc, je suis allé tester ce cours et ça a bouleversé ma vie littéralement. Beaucoup de profs de yoga disent qu'ils n'ont pas aimé, tu vois, leur premier cours de yoga ou autre, ce que je trouve assez étrange parce que si j'avais pas aimé mon premier cours, jamais je serais retourné, tu vois. Mais j'ai trouvé ça super et du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, bah, maintenant, je veux faire ça tout le temps» et heu et quelques mois après, j'ai suivi une 1re formation pour être prof de yoga, avec pour objectif pas du tout d'être prof, mais juste pour moi, développer un peu mes connaissances et après, bah, de fil en aiguille, finalement, j'ai fait que ça. Ouais, trop bien. C'est un vrai coup de cœur et maintenant, tu as réussi à en faire un métier. Ouais. Justement, ça, je pense que parce que moi, c'est quelque chose que je trouve passionnant. D'avoir sa passion et d'arriver à en faire un métier, d'arriver à en vivre, je trouve ça totalement incroyable. Comment tu as réussi à faire ça? En fait, tu vois, je pense qu'à partir du moment où on a, une passion, c'est vraiment accessible, pour tous, de réussir à en vivre tant que c'est une passion, j'ai envie de dire, qui intéresse les gens. C'est-à-dire que si tu es passionné, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Faire des broches, tu sais, ce que les gens mettaient avant, je suis pas sûr que ça soit un marché qui est encore très en vogue, donc même si tu es passionné, je suis pas sûr que ce soit possible de vivre de ce genre d'activité. Maintenant, moi j'ai commencé à en vivre, en fait, dès le début en donnant des cours de yoga dans des salles, des cours privés et cetera et après, bah, il y a eu les épisodes avec les confinements machin et cetera et je me suis lancé en ligne et après, bah, en fait, tous les élèves que j'avais en présentiel, je les ai transposés, sauf ceux qui voulaient pas faire du en ligne. Et puis j'ai commencé après à créer, du contenu sur les réseaux et cetera. Et ce qui a permis, bah, au fur et à mesure de développer tout ça et de pouvoir en vivre. Mais en réalité, quand j'ai commencé à enseigner le yoga, ça m'a pris 2 mois pour pouvoir, en vivre, mais au début, c'était uniquement en présentiel, dans des salles et cetera. C'est trop bien. Tu as eu entre guillemets «de la chance». Grâce au Covid, tu as eu une transition assez fluide vers un business en ligne qui est peut-être plus facile qu'un business en physique. Ouais, alors, déjà, le 1er truc, c'est que je vais enlever direct le facteur chance et je vais dire pourquoi. Tu vois, quand il y a eu le 1er jour, du confinement, tous les gens que je connais, enfin, une grosse partie des gens que je connais ou que je voyais sur les réseaux, que ce soit dans le yoga, le fitness et tout, tout le monde était en train de pleurer: «Oh non, mais là, je peux plus faire mes cours, je vais me retrouver à la rue» et cetera. Donc soit tu avais ça, soit moi je me suis dit: «Bah OK, boum, il faut que je trouve un moyen de faire mes cours. Le seul moyen, c'est de faire les cours en ligne» et pendant que tous les autres, ils étaient en train de pleurnicher et bah, moi j'ai travaillé comme un fou. J'ai continué, je suivais des formations en même temps. Pour te dire, pendant le 1er confinement, j'avais même pas le temps de faire des courses parce que je suivais une formation, qui était en direct, en visio avec l'Inde. Donc ça commençait à 4 heures du mat chez moi, ça finissait vers 14-15 heures et après j'avais des cours que je donnais jusqu'à genre, 20 h 21 h et du coup, j'avais même pas le temps d'aller faire des courses. Je mangeais Uber quasiment tous les jours parce que j'avais pas le temps de pouvoir faire mes courses mais je travaillais tout le temps et du coup, ça a marché. Mais n'importe qui travaillait beaucoup, je pense, aurait pu, enfin, pourrait faire pareil. Hem et aujourd'hui, après j'ai continué, bah, depuis tout ce temps sans jamais arrêter et tu vois, c'est des je sais pas combien de milliers d'heures de contenu offert, de trucs partagés et donc voilà. Après je pense que à partir du moment où tu travailles, c'est accessible, quoi. C'est des trucs super bien que tu rappelles, parce que quand tu le présentes, évidemment, ça semble un peu fluide, parce que toi, tu as Oui, du recul sur tout ça, tu l'as raconté plusieurs fois, tu vas à l'essentiel. Évidemment, ça prend plein de travail. Et pour moi, c'est ça le grand avantage de la passion. Quand tu as quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui peut passer toute sa journée sur ça parce que c'est sa passion. À ouais, l'inverse de quelqu'un qui fait ça pour. Après, ça dépend à quel point tu es attiré par l'argent, à quel point tu es passionné par l'argent. Ces personnes-là vont mettre du travail parce que toujours il y a quelque chose qui les appelle. Et plus cet appel il est fort, plus tu peux pouvoir y travailler, plus tu vas pouvoir te distinguer des autres. ouais, Et aussi parce que toi, tu as eu cette ouverture, tu as cette notion de, bah, tu sais que si tu veux faire quelque chose et le faire bien, tu as besoin de ouais, te former. Donc quand tu vas passer en ligne, évidemment, ça nécessite de nouvelles formations, ça nécessite un travail nouveau, un travail carrément. différent, du temps à mettre, et tu as mis ce temps. Et en plus, ouais, toi, tu as compris que c'est pas parce que tu donnes des cours, tu donnes plein de choses gratuitement sur YouTube, ça Mmh. veut pas dire que ton business à côté marche pas, ça veut pas dire que tu peux pas te faire d'argent, quoi. Ouais et puis après, c'est sûr que ce que tu disais, vivre de sa passion, tu vois? Je trouve que c'est primordial, surtout si vous êtes à votre compte, dans le sens où,
Tu vois, par exemple, Instagram, c'est mon réseau qui a pourtant je l'ai lancé en premier avec YouTube il y a plusieurs années. C'est celui qui a décollé en dernier, alors qu'aujourd'hui, c'est mon deuxième réseau social en termes de nombre d'abonnés. Et tu vois, par exemple, pendant 6 mois, j'ai posté, 3 vidéos tous les jours sur Instagram et j'en ai aucune qui faisait 1000 vues. Genre elles étaient toutes il y en a aucune qui marchait, mais zéro. Tu vois? Pendant donc 6 mois, 3 vidéos par jour, il y en a zéro qui marche. Si tu pas persévérant et cetera, j'aurais laissé tomber depuis un moment et à force d'améliorer, de créer du contenu, d'écouter les retours des gens, bah, ça a fini par marcher et décoller. Mais, tu vois, enfin, sachant que la plupart des gens, ils vont peut-être poster un ou 2 contenus par semaine, si moi j'étale ça, ça voudrait dire peut-être en équivalent, j'aurais peut-être posté du contenu, je sais pas, pendant 5 ans et ça aurait pas marché et au bout de 5 ans, ça aurait marché. Donc tu vois, je pense que, à partir du il faut savoir aussi, vraiment, mettre énormément d'énergie si on veut pouvoir créer un truc et que ça prenne pas trop de temps, à se lancer et après, au fur et à mesure, tu vas pouvoir aussi récolter les bénéfices de ton travail, au fur et à mesure des années. Mais, en tout cas au début, surtout en ligne, il y a tellement de monde dans à peu près tous les domaines que, ça demande, du travail, de la passion et aussi je pense que plus on est authentique, mieux c'est et les gens s'en rendent compte, tu vois? Le nombre de fois on me dit, bah, je viens aussi te voir parce que tu vois, tu es authentique. Enfin, ça, tu vois, je suis pas en train de raconter du blabla et je suis honnête et j'essaye pas d'impressionner les gens ou je sais pas quoi. Et on me dit souvent, bah, c'est pas comme des nanas que je vois qui essayent de te faire croire tout et n'importe quoi. Et moi, je suis juste honnête et j'essaie juste d'aider les gens avec le yoga et voilà, tout simplement. C'est super important. Actuellement, il y a un grand débat évidemment avec les influenceurs qui sont pas honnêtes. Il y a trop de gens qui sont pas honnêtes. C'est Ouais. toujours une façon de se distinguer. Pour moi, être honnête, c'est quelque chose qui devrait être normal. Euh, Ouais. hmm. Après, ouais, c'est forcément quelque chose de difficile. En plus, tu dois forcément vendre quelque chose parce que bah, toi, c'est ton métier. Mm. Et tu as un équilibre qui est difficile à trouver pour certaines personnes entre à quel moment tu mets la limite, tu te dis, écoute, bah, moi, je suis quand même là pour vendre, donc il faut que je vende, mais que ça détériore pas ton message, entre guillemets, ou ton identité que tu t'es construit, quoi. Moi, je le fais assez naturellement dans le sens où, on va dire que pour faire simple, il y a 4 manières avec lesquelles, tu peux avoir du contenu, on va dire payant avec moi. Soit tu peux pour faire simple, il y a tous mes contenus gratuits sur les réseaux sociaux, il y a des cours sur YouTube, il y a plein de choses. Donc si vous pouvez largement progresser en me donnant, 0 € à vie et je suis content parce que le yoga vous aura aidé et c'est très bien. Et après, si tu veux avancer au yoga avec moi, il y a parfois dans l'année, il y a de très petites périodes où pendant 1 ou 2 semaines, je vais lancer un petit programme en ligne. Donc là, tu as tout un programme qui est construit, donc ce qui fait la différence avec des simples cours que tu dois chercher par toi-même et te débrouiller. Et ça, c'est des programmes qui sont faits en autonomie à la maison. C'est des petits programmes. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est mon accompagnement qui s'appelle Shape Yoga Balance. Donc ça, c'est mon plus gros programme qui est là depuis plus de 2 ans maintenant et qui m'a permis d'accompagner des centaines de personnes. Donc là, c'est un accompagnement complet, dans lequel, il y a un programme de yoga personnalisé que tu fais chez toi, il y a un suivi de groupe, il y a un suivi individuel avec moi. Donc là, si tu veux, je pousse absolument personne à rejoindre mon accompagnement, mais c'est ce qui fait aussi la différence avec du contenu gratuit, c'est que là, tu as quelque chose qui est fait, adapté pour toi et tu as tout un suivi. Hem, la troisième manière, c'est, à peu près une fois par an, je fais un petit stage de yoga, dans différents endroits. Donc là, c'est le moyen aussi de me voir. Donc évidemment, bah, là, il faut payer quelque chose. Et dernier moyen, on en reparlera peut-être après, mais j'ai à l'heure où on parle, mon livre, qui viendra d'être sorti. Voilà, tout simplement. Mais tu vois, pour moi, ce qui est important, c'est juste, ça doit pas être prise de tête, tu vois? C'est juste se dire que, bah, voilà, aujourd'hui, par exemple, je sais pas, je dois recevoir, plusieurs centaines, je pense, par jour entre les commentaires, les mails et cetera. Si les gens, ils voulaient que je passe du temps avec chacun d'entre eux, c'est impossible pour moi. Donc c'est pour ça qu'il y a mes offres d'accompagnement qui font que ça permet aussi de faire un tri et que ça soit, viable pour moi de répondre aux gens et de pouvoir, bah, aussi, payer les gens qui travaillent avec moi et voilà, parce que sinon évidemment, je peux pas vivre non plus, quoi. Ouais, et moi, je trouve ça trop intéressant. Je savais pas que tu avais une retraite en physique. Tu l'as fait quand dans l'année? Alors c'est complètement aléatoire. Hem et puis comme je t'ai dit, j'en fais en général une par an, donc si tu veux, j'en ai encore pas beaucoup fait, mais pour l'instant, pour, l'année, il y en aura peut-être une là en 2023, mais ça sera pas avant fin d'année
Mais pour l'instant, c'est pas prévu, mais quand c'est prévu, je le dis sur les réseaux. Tu arrives à diversifier la façon dont tu gagnes de l'argent. Ça, je trouve que c'est déjà assez important et ça se voit que tu as quand même un peu d'expérience, qui te permet de mettre tout ça en place. Ça fait des choses petit à petit et Ouais. justement, on va parler du livre, qui est évidemment super intéressant pour moi. Pour l'instant, on va peut-être parler bon déjà, c'est quoi le sujet du livre? On se doute un peu que ça va parler de yoga, mais peut-être que, ouais, tu peux présenter ton livre en quelques minutes? Alors, j'aurais bien aimé, le montrer à l'écran, mais là, je l'ai pas encore, il va arriver dans quelques jours chez moi. Donc mon livre, il s'appelle «Mon guide de yoga à la maison». Pour tous ceux qui me demandent, parce que j'ai déjà des tous ceux qui me posent déjà des questions avant qu'ils sortent, vous le retrouverez pour l'instant que sur Amazon, donc n'essayez pas de chercher ailleurs parce que pour l'instant, il n'y est pas. Vous avez juste à taper «Mon guide de yoga à la maison». Alors pourquoi c'est venu? Qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, ça fait plusieurs mois, pardon, que, mes abonnés me demandent, si j'ai déjà écrit un livre, où est-ce qu'on peut retrouver mes livres et cetera et j'ai dit: «Non, il y a pas de livre». Donc je vais en faire un. Et j'ai toujours eu envie en soi de faire un livre, mais ce qui me posait problème aussi, avec les livres de yoga, c'est que pour en avoir acheté aussi quand je démarrais le yoga, c'est que souvent, bah, ça finit dans la poussière. Pourquoi? Parce que les livres de yoga, bon, soit c'est de la théorie, tu vois? Ou dans ce cas-là, ça finit pas dans la poussière parce que le livre, tu le lis, mais les livres où il y a des postures et cetera et c'est ce qui plaît, moi, à mon audience, souvent, bah, tu as les postures qui vont être classées, par exemple, avec des postures que tu peux faire debout, des postures assises, des postures allongées et cetera. Mais du coup, tu sais pas forcément quoi faire avec et des fois, dedans, tu as des petites séquences qui sont mises, mais enfin, superposer ton livre, tourner des pages et voir où tu en es, c'est quand même beaucoup moins sympa que faire un cours en vidéo. Donc je me suis dit: «Si je fais un livre, OK, beh, je le fais pour vous, mais par contre, faut que le livre, en fait, moi, je fais toujours un produit en me disant que je veux que ce produit, ait pu m'aider quand moi je commençais, tu vois? Je veux que je sais pas faire un produit pour faire un produit et c'est pas du tout une stratégie de vente, hein. C'est pas, pour essayer de plus vendre, c'est juste me dire: «Bon, bah, moi, j'aurais voulu quoi?» et du coup, beh, j'ai fait un livre dans lequel, il y a 100 postures de yoga expliquées, postures et exercices de respiration et pour que ça soit vraiment concret, c'est classé par besoin. C'est-à-dire que tu as des postures qui servent, par exemple, tu as une catégorie, posture pour, assouplir les épaules, une catégorie posture pour renforcer les jambes et cetera. Ce qui te permet en fait d'avoir vraiment en fonction de tes besoins, d'aller directement dans le livre à l'endroit dont tu as besoin, et d'avoir des exercices concrets à mettre en place chez toi et également avec dans ce livre, j'ai créé une formation vidéo que j'offre à toutes les personnes qui achètent le livre. Elles ont juste à scanner un QR code dedans et en fait, toutes les postures de yoga que j'explique dedans sont filmées dans un espace et dans laquelle il y a des petites séances aussi de yoga, un échauffement et tout, mais en vidéo pour que ça complète bien le livre et mon but, c'est vraiment qu'il y ait quelque chose d'efficace pour les gens chez eux et surtout pas qu'ils aient un livre et qu'ils le mettent dans la bibliothèque et qu'ils l'utilisent pas parce que sinon, pour moi, ça sert à rien que je fasse un livre. C'est trop bien. Il y aura le lien du livre dans la description et moi je sais que, bah, justement, j'avais lu un livre de yoga qui était très théorique Ouais, et bah, tu as des avantages où, bah, enfin oui, c'est super, tu as tout le côté, entre guillemets «l'esprit», ça ouais, avance bien, mais à un moment donné, voilà, faut des postures. Dans ce livre-là, elle avait écrit que c'était facile de trouver des trucs où enfin plein de kits de postures de yoga, des bibles de postures de yoga. J'allais chercher, c'est pas si facile que ça et j'en avais et trouvé une qui était pas bien, parce que, bah, justement, tu tournes les pages, tu as une posture complètement aléatoire. ouais, Elle est potentiellement trop difficile pour toi, surtout ouais. que je débute, souvent elle est trop difficile pour moi et je suis en mode: «OK, bah, aujourd'hui j'essaie telle posture, ah bah, ça marche pas» et bah, fatalement tu as pas envie d'aller au bout du livre, tu as du mal à trouver les postures qui marchent bien pour toi. Ouais. Bah, super intéressant, moi j'ai serré ton livre, parce que je trouve ça trop, trop bien toutes les idées et le fait que tu mixes avec la vidéo parce qu'évidemment quand tu as des postures, c'est super d'avoir la vidéo aussi. Moi je suis très fan du livre, j'adore le fait que tu un mix entre les 2, c'est trop, trop bien. Mais en fait, si tu veux, ça m'étonne pas du tout que tu aies dit que justement toi, en cherchant, en débutant, tu vois, le yoga, en cherchant des livres, tu tombes sur des trucs et les postures sont aléatoires. Ça m'étonne tellement pas et c'est en fait, c'est ce qui se retrouve aussi dans beaucoup de cours de yoga. C'est pour ça aujourd'hui que parmi mes élèves, j'ai aussi plein d'élèves qui sont eux-mêmes profs de yoga parce qu'ils ne savent pas forcément comment évoluer, et parce qu'il y a pas de plan de progression, c'est complètement aléatoire. C'est bon, aujourd'hui, on fait un cours sur ça et on met des postures qui vont servir à ça, mais c'est souvent pas très réfléchi et je sais pas du tout là, je suis pas en train de faire une critique pour être méchant ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est pas le but, je suis pas là pour entrer dans des débats de confrontation ou quoi que ce soit, parce que je sais que j'ai raison de toute façon. Mais dans le sens que, si tu veux juste faire du yoga pour te détendre, faire du bien, tu peux chercher des routines de yoga. J'en ai partagé aussi sur ma chaîne YouTube des routines que tu peux faire tous les jours
Et j'explique que ça va faire du bien à ton corps, mais que si tu l'as fait tous les jours, tu vas vite plus progresser. Et même avec mes contenus, je le dis, parce qu'en fait, il faut avoir un vrai plan d'évolution et avoir vraiment un, savoir fixer un petit peu aussi ses objectifs, entre guillemets, voir sur quoi on a envie d'avancer et mettre du coup dans nos séances du contenu en rapport avec ça. Parce qu'aujourd'hui, bah, tu vois, si par exemple, tu as vraiment très envie d'avancer sur ton aspect méditatif, et bah, il y a pas grand intérêt à travailler sur ton aspect physique. Par contre, si tu veux toujours dans cette optique d'avancer sur ton aspect méditatif, mais que quand tu es en posture assise, tu as super mal au dos et aux hanches parce que tu n'es pas habitué, et bah dans ces cas-là, on peut faire des séances de yoga dans lesquelles on va renforcer ton dos, détendre les hanches pour que quand tu médites, ça soit plus simple, tu vois. Mais il faut juste en fait, suivre du contenu qui est en rapport avec toi, parce que c'est ça aussi qui fait que des gens se découragent, c'est que ils vont suivre des cours de yoga, mais c'est pas forcément adapté à leurs attentes. Et le yoga, ouais, il y a un truc assez particulier où j'ai l'impression, je connais des gens aussi qui sont devenus profs de yoga, mais même pas pour enseigner, juste pour avancer dans leur pratique. Ils sont Voilà. devenus profs, ont mieux maîtrisé, être capable en fait de se faire des cours à eux. Et Ouais. ouais, c'est quelque chose d'assez spécial dans le yoga. Ouais, c'est bon après, forcément, je connais pas tous les domaines. Peut-être qu'il y a des domaines, je sais pas, il y a peut-être des gens qui suivent des formations de cuisine pour mieux cuisiner chez eux. Peut-être, je sais pas, je pourrais pas me prononcer dessus. Mais c'est vrai que euh, il y a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que tu vas avoir l'avantage que le yoga, du coup, on explique que les formations de prof, on peut les suivre sans vouloir forcément enseigner. Et c'est très bien pour développer sa pratique. Maintenant, le problème, c'est que souvent, les formations de prof, elles restent dans des trucs très, très basiques. Il y a pas vraiment de juste pour comprendre un petit peu les postures de base, mais il y a pas forcément de construction, de logique, d'avancée, de cours et cetera. Ce qui fait qu'après, si tu t'arrêtes là et beaucoup de profs s'arrêtent là et c'est aussi pour ça que beaucoup de profs après ont du mal à avancer et dans leur pratique et dans l'enseignement pour leurs élèves, tu vois? Ouais, je sais que j'avais un peu regardé des formations de yoga. Déjà, j'ai vu que c'était entre guillemets cher. Après, si c'est pour être prof, c'est normal que le prix soit assez élevé. Mais quand tu veux juste voir des notions d'évolution, être capable de te créer tes trucs. Parce que moi, quelque chose d'assez important, c'est d'avoir une certaine liberté. Ouais, J'ai du mal à suivre des programmes. J'ai besoin que, enfin, en fonction de, tu vois, peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir des envies d'un yoga très méditatif, de quelque chose de soit très méditatif et à des moments où je vais avoir envie de choses plus ouais, physiques. Moi, je suis beaucoup sur le moment, tu vois? Donc ouais. c'était un peu ça que je cherchais. Comment, acquérir cette connaissance pour construire moi-même mes trucs? Et ouais, c'était pas facile à trouver, hein. Alors, pour construire toi-même tes trucs, tu vois, moi, je suis partisan dans le yoga et la vie en général que si tu veux quelque chose, faut aller voir quelqu'un qui sait faire ça et lui demander. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, si tu es à l'école et que tu demandes à ton prof comment faire pour devenir riche, en fait, c'est débile parce que ton prof, s'il était riche, il serait pas là, tu vois. Donc sa réponse, elle a pas de valeur. Tu vois, c'est pas pour être méchant vis-à-vis du prof, c'est juste qu'il sait pas parce que lui-même n'est pas riche. Et au yoga, c'est pareil. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, si tu as envie de savoir faire des équilibres, par exemple, bah, tu peux venir me voir parce que moi, je vais savoir je les maîtrise et je sais t'expliquer comment les faire, et cetera. Et alors que si tu vas voir un prof qui fait que de la méditation, bah, il va pas savoir t'amener ces choses-là. Donc, ça, il faudrait déjà peut-être suivre des formations, tu vois, adéquates avec les personnes qui font ce que tu as envie de faire. Après, ça va te demander de la pratique. Et pour construire après et faire ce que tu as envie. Maintenant, tu vois, tu peux tout à fait, par exemple, tu vois, sur ma chaîne YouTube, il y a je sais pas combien de centaines de vidéos et en fonction de tes besoins, par exemple, si les cours que je fais, ils te plaisent et que tu es à l'aise, enfin, que voilà, que tu aimes bien suivre mes cours, bah, par exemple, si tu dis: «Aujourd'hui, j'ai envie de faire de la méditation», il y a des vidéos de méditation sur ma chaîne. Si tu as envie de faire, un renforcement, il y a des vidéos de renforcement, ce qui te permet de picorer un peu où tu as envie. Selon moi, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pas du tout la meilleure manière d'évoluer si tu as un objectif précis d'avancer. Par contre, si c'est juste pour te faire du bien, suivre tes envies et te dire: «OK, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de ça» et le faire, bah, c'est pour moi la meilleure manière possible. Mais voilà, quoi. Après oui, c'est sûr que les formations, bah, en soi, c'est pas forcément enfin, en fait, cher, tout est relatif, tu vois? Il y a aussi la distinction entre qu'est-ce qui est cher ou qu'est-ce qui est pas de mon budget. Par exemple, tu vois, tu peux avoir, j'ai aucune idée, mais peut-être que une villa, enfin, une villa incroyable qui coûte 20 millions d'euros, je sais pas où, peut-être que cette villa, bah, enfin, c'est sûr qu'elle est pas du tout dans mon budget,
Mais elle est pas forcément trop chère, tu vois? Juste pour moi, elle est dans mon budget et je pense que les formations en fonction de ce dans quoi on a envie de se former, c'est la même chose. Pour revenir à l'exemple de la cuisine, peut-être que si je veux apprendre à cuisiner aussi bien que j'y connais rien en cuisine, mais je sais pas, il y a plein de chefs qui passent à la télé ou autre et bah, si je veux avoir une formation avec ce cuisinier-là, peut-être que ça va coûter 10 000 €, mais en même temps, c'est pas que c'est trop cher, c'est que ça les vaut parce que le mec, c'est le meilleur, tu vois? Donc il y a ça joue aussi quoi, selon moi. La difficulté, c'est un peu aussi, quand tu as une formation, entre guillemets, quand est-ce que tu sais que la formation, elle est bien? Toi, justement, c'est bien parce que tu as du contenu gratuit et justement, c'est ce que je fais actuellement. Je pioche sur YouTube des exercices, des routines, Ouais, parce que de toute façon, quand tu veux commencer à maîtriser quelque chose, au début, il faut commencer par copier. Après, tu t'appropries les choses. ouais, Donc c'est effectivement ce que je fais et toi, c'est bien parce que, entre guillemets, je peux voir ce que tu proposes dans ton contenu gratuit. Je vais me faire une idée de, si après je fais une formation avec toi, est-ce que c'est bien ou pas? Alors que ouais. tu en as, genre, tu vois, genre, tu as direct le prix de la formation, tu as entendu que c'était bien, mais tu as certains prix où tu dis: «C'est quand même beaucoup, hein, un certain investissement». Mais bon, Tu vois? Moi, je suis en fait, je suis aussi maintenant content d'avoir, plein de gens qui me suivent et que les gens aient envie de suivre mes programmes et autres. Parce que ça me donne aussi, du coup, beaucoup moins de stress financier en me disant: «Il faut absolument que je vende mes programmes». Je cherche pas du tout à vendre mes programmes, mais par contre, tu vois, par exemple, quelqu'un qui veut suivre une formation avec nous, je vais lui dire, ce qui est important si tu veux suivre une formation, c'est que cours les cours que tu aies suivi des cours des profs qui vont enseigner dans cette formation, tu vois? Et par exemple, moi, si quelqu'un veut s'inscrire à ma formation, enfin à notre formation de yoga, par exemple, je vais lui dire, heu: «Est-ce que tu as suivi mes cours? Est-ce qu'ils te plaisent?» Tu vois? Et si mes cours, ils te plaisent pas, c'est 100 OK. Et par contre, si tu veux t'inscrire à une autre formation, je te conseille absolument de suivre les cours de la personne avant, tu vois? Donc c'est tout à fait dans la logique de ce que tu dis, parce que c'est important que ça nous convienne, tu vois? tu en as, qui veulent absolument vendre, qui se Ouais. concentrent sur la vente, mais c'est important de se concentrer sur le client. Parce que si jamais, entre guillemets, certes, tu arrives à vendre ta formation, mais après si jamais le mec il n'a pas essayé, il se trouve à pas aimer tes cours, ça fait des mauvais retours et petit à petit, tu te retrouves à perdre au final. Alors que, avec ta démarche, je veux t'assurer que, ça convient bien parce que même si ton cours est parfait, il va pas correspondre à tout le monde. Parce qu'on a Mmh. tous des attentes, des objectifs différents, on a déjà répété assez de fois. Donc Ouais. c'est important de s'assurer que, ouais, que c'est les bons clients, pas se concentrer que sur la vente et se concentrer sur, le client, c'est le plus important, hein. Ouais, bah, en fait, tu vois, moi, j'ai envie de dire, je vais ni me concentrer sur le client, ni me concentrer sur la vente, mais je vais me concentrer sur moi. C'est-à-dire que sur ce que je fais, mon but, c'est d'être le meilleur possible par rapport à ce que je fais. Et tu vois, après, je vais dire, je sais pas, si je veux, là, demain, je crée un nouveau programme sur les équilibres, je vais dire, bon, bah voilà, je vais te faire sur ma page, je vais décrire, je vends tel programme, dans ce programme, je fais ta, ta, ta. Voilà moi comment j'enseigne, voilà le retour de mes élèves. Et si toi, potentiel client, ça te parle, bah, tu peux me rejoindre. Mais par contre, si tout ce que je viens de te montrer, c'est pas quelque chose qui te parle, je m'en fiche, tu vois? Mais ça permet en fait juste que, hem, les personnes, elles puissent suivre du contenu adéquat à leurs objectifs. Et c'est pour ça, par exemple, que toutes les personnes qui veulent rejoindre mon accompagnement de yoga, ils passent toujours avec une de mes coachs au téléphone pour voir leurs attentes et leurs recherches. Parce que tous les jours, on est obligé de refuser des gens parce que, ils veulent juste faire de la méditation, ils veulent avoir ça, ils veulent avoir ça. Et moi, mon but, c'est pas de, leur faire plaisir ou de répondre à leurs demandes, mais c'est de m'assurer que leurs demandes, ça correspond à ce que moi je fais, en fait, tu vois? Et si c'est le cas, bah, dans ce cas-là, on leur parle de mon coaching, mais sinon, non. Parce que dans tous les cas, comme tu dis, sinon, bah, de un, ils seront pas motivés, donc bah, moi, j'aurai pas des élèves qui auront progressé, donc c'est nul. De 2, et bah, eux, ils vont pas avoir, tu vois, ils vont pas avoir envie de recommander mon travail, alors que ça a rien à voir avec la qualité de mon travail, c'est juste que ça leur correspond pas, tu vois? C'est des notions très importantes et quand on débute, fatalement, ça va voir. Toi, tu as un peu d'expérience mais c'est trop, trop bien et justement, tu parlais un peu de ta stabilité financière que tu arrives à avoir, grâce à ton audience parce que maintenant tu as plein de gens, ça tourne. Maintenant que tu as ça, c'est quoi un peu les étapes qui te restent, à atteindre? Justement, c'est un truc, qui était assez difficile pour moi ces derniers mois. J'ai progressé plus vite que mes espérances par rapport à différentes, choses liées à mon entreprise et cetera. Et je me suis dit: «Beh, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie?» et cetera. Et mon objectif de base, je me suis reconnecté à mon objectif de base que j'avais mis de côté, en fait. Mon objectif de base, c'était juste de partager le yoga avec le plus grand nombre. Et à un moment, l'année dernière, j'étais, pas en dépression, mais j'étais à des moments pas ouf en me disant: «C'est quoi vraiment le sens de ma vie?» Parce qu'en fait, là, je vis de ce qui me plaît, je travaille quand je veux, donc en soi, tout va bien, mais
j'ai l'impression que, tu vois, qu'il me manque un truc ou quoi et c'était pas évident et en fait, je me suis redit: «Mais en fait, mon objectif de base, c'est juste d'aider un maximum de personnes». C'est ce que je fais et donc finalement, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais content de ce que je faisais et mon objectif maintenant, c'est juste de pouvoir aider encore plus de personnes. Hem, donc notamment, par exemple, avec la sortie là de mon livre et voilà. Bah, après, j'ai pas d'objectif en particulier à part continuer à aider du monde. J'ai récemment créé aussi un nouvel Instagram en anglais pour pouvoir toucher un petit peu plus de monde. Mais voilà, c'est vraiment sur le côté et c'est plus, monter tout petit à petit une audience aussi pour toucher, du monde, qui parle pas français. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des élèves dans 8 ou 9 pays, je crois. Donc ça, c'est le côté positif aussi de la langue française. C'est que j'ai des élèves en France, en Belgique, au Canada, au Luxembourg, en Suisse, enfin dans plein de pays. Mais, l'anglais permet de toucher plus de monde, donc je reste quand même focus à 95 sur, le français. Mais, avec l'objectif peut-être, je sais pas, d'ici, 10 ou 15 ans, non peut-être pas 15 ans, mais d'ici une dizaine d'années, d'avoir, tu vois, de pouvoir un peu développer ma même activité française, mais dans le monde anglophone, quoi. Voilà. Ah, c'est trop bien parce que, bah, justement, c'était un peu un piège cette question. Parce qu'il y en a qui, moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop où tu as cette notion d'atteindre un objectif et tu as tout de suite l'objectif qui suit. Dans une course à toujours plus. Alors que, bah, justement, faut quand même comprendre ce qu'on a réussi à atteindre. C'est super important. Je sais que moi, c'était un piège dans lequel j'étais tombé assez récemment. J'avais fait une conférence. Enfin, non, j'avais assisté à une conférence. Et justement, en fait, j'étais venu avec quelqu'un que je connais très bien. C'est un ami. On a connecté justement parce qu'on est sur une thématique similaire. Et quand j'étais arrivé à cette conférence, en fait, je parlais avec lui, je connaissais aussi un des intervenants. Ce qui se faisait que je me retrouvais un peu à parler à tous les intervenants. J'ai un peu cette sensation d'être un peu comme le mec un peu connu, tu vois. Et j'avais l'impression d'avoir atteint quelque chose, d'avoir atteint mes objectifs. Et j'étais en mode, mais j'ai déjà tout ça en fait, que je me rendais pas compte. Qu'est-ce que je veux de plus? Et j'ai passé une semaine où j'ai rien fait. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je veux en fait? Ouais, Qu'est-ce que je cherche? J'ai déjà plein de trucs. ouais. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, quoi? Et tu trouvé? Ouais, ouais, j'ai trouvé. Et justement, à partir de ce moment-là, j'ai mis en pause le coaching, parce que ce qui était important pour moi, moi, c'est mon contenu, bah, en fait, c'est comme toi, hein, toucher plus de gens. Moi, c'est des notions de développement personnel et de plus en plus vers la spiritualité. Je pense qu'on va en parler D'accord. un peu. Ouais. À un moment donné, voilà, j'étais plus sur le coaching, j'étais sur d'autres choses, j'étais sur l'audience. Là, je me concentre vraiment sur la qualité de mes vidéos. Je veux que mes vidéos aient une meilleure qualité pour qu'elles touchent plus de gens, pour qu'il y ait plus de gens qui voient mon message. Notamment parce que ce que je dis, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile à comprendre. Donc Mmh. actuellement, actuellement, mon focus, c'est un peu le montage pour mettre ça bien en avant, que les gens parce que des fois, enfin, surtout au début, je pensais beaucoup à moi quand je faisais la vidéo Ouais. et des fois, il y a des gens qui juste, bah, ils comprennent pas. Je vois, moi, ça a du sens, ça a pas forcément Ouais. du sens pour la personne en face, quoi. Moi, je trouve que plus tu crées de contenu aussi, plus t'as la chance d'avoir l'audience qui te fait des retours, plus ça te permet de bien comprendre aussi qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce que ce dont l'audience a besoin. Tu vois, par exemple, moi, ce qui me fait kiffer, surtout dans le yoga, comme je disais, c'est les équilibres, etc. Maintenant, la plupart de mon audience, plus elle grossit, forcément, plus il y a de gens qui sont débutants, qui s'ils ont peur, etc. Et au début, ça m'énervait. Je dis, mais en fait, je comprends pas. Dans le monde anglophone, les gens, ils sont motivés si je leur montre des trucs super difficiles. Alors que dans le monde français, en fait, ils sont pas motivés, ils sont déprimés de la vie, tu vois? Et et je me suis dit: «Bon, bah, je fais quoi? Soit je lutte contre ça, soit non, juste faut que j'accepte ça». Et bah, du coup, par rapport à ça, ce qui fait que maintenant je crée du contenu beaucoup plus accessible pour tout le monde, qui après, avec mes programmes, permet aux gens de comprendre qu'il y a une évolution et leur permet d'avancer. Et ça, tu t'en rends compte, bah, plus tu vas créer de contenu, plus tu as aussi ces retours de l'audience. Mais, par rapport à ce que tu disais, tu vois, je pense que les gens qui se fixent toujours un nouvel objectif, hem, alors c'est bien d'avoir des objectifs pour avancer. Tu vois, moi, je me rends compte qu'à partir du moment où j'ai atteint des objectifs, que ça soit dans ma pratique physique du yoga ou dans mon travail et cetera, tout de suite, il y a un peu moins d'excitation à l'avancée ou voilà. Mais en soi, ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de comprendre que tu as des bons objectifs. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui a juste une entreprise ou qui dit: «Vas-y, je veux juste gagner plus d'abonnés ou plus d'argent», je sais pas quoi. C'est pas un objectif parce que qu'est-ce que tu en fais, en fait, de ces abonnés ou qu'est-ce que tu en fais de cet argent? C'est ça la question. Et et avec le yoga, c'est pareil. Comme je t'ai dit, mon but, à partir du moment où j'arrivais à en vivre et que, ça me permettait d'être plus serein par rapport à tout ça, maintenant je me suis dit: «OK, mon but, c'est d'aider plus de gens». Donc j'ai pas en soi tu vois, pour moi, ce serait stupide de me dire: «OK, là, mon objectif, c'est,
je sais pas, j'ai 160 000 abonnés là sur Instagram. Mon objectif, il faut que j'arrive absolument à 1 million avant, je sais pas, avant 5 ans ou j'en sais rien. Ça n'a pas trop de sens pour moi. Mon sens, c'est plutôt de trouver qu'est-ce qui me permet de diffuser plus mon message du yoga en soi et pas se dire juste une histoire de chiffres hautes. Et pour moi, c'est du coup important aussi d'avoir un objectif qui est réellement fixé par nous. Parce que tu sais, je pense qu'il y a plein de gens qui suivent des objectifs parce que c'est bien vu socialement ou autre, mais pour eux, ça résonne pas en eux, donc ça a aucune utilité de faire un truc comme ça aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, hein. La différence entre un bon et un mauvais objectif, tu te rends compte quand tu l'atteins. Quand tu l'atteins, si jamais tu te sens pas spécialement bien, bon, c'est un mauvais objectif. Un objectif, tu l'atteins, tu es content, tu te dis qu'est-ce que je fais ensuite? Parce que, en fait, ce qui se cache derrière un bon objectif, c'est quelque chose de plus grand. Ouais, Quand tu veux étendre ton audience, tu fais ça pour un certain besoin de contribution, besoin ouais, de toucher des gens, d'avoir du contact. Et du coup, en fait, tu te rends compte que ça, c'était un objectif, mais dans la continuité de ton objectif principal, il y a d'autres choses qui vont te permettre de toujours d'être en lien avec cet objectif-là. ouais, Alors que les mauvais objectifs, l'argent, vu que c'est pas ton objectif à toi, t'as pas une continuité avec ta vie en fait. ouais, T'as toujours cette notion d'équilibre entre la vie perso et la vie pro qui n'existe pas vraiment parce que bah, t'es qu'un seul individu, que tu sois au travail ou chez toi, ouais, ouais, t'es toujours la même personne, hein. Et donc voilà, quand tes objectifs viennent vraiment de toi, là c'est des bons objectifs, là tu as une continuité avec quelque chose de plus grand et tu vas pas te sentir frustré quand tu atteins parce que tu te demanderas pas qu'est-ce que je fais ensuite. En fait, quand tu es aligné avec toi-même, bah, c'est comme quelque chose qui coule de manière alignée, ça coule, tu vois? ouais, Même quand tu atteins le palier que tu voulais atteindre, c'est toujours, dans la continuité. Alors que ouais. si jamais tu veux partir dans notre chemin, ça se trouve, tu arrives dans un point mort, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et toi, de manière un peu plus, personnelle, on va dire, ça serait quoi tes objectifs? Bah, en fait, le truc, c'est que vu que ça peut paraître un peu, comment dire? Chiant, mais vu que à peu près ma seule passion, c'est le yoga et que je passe mon temps à ça et c'est lié aussi à mon travail, les 2 sont très connectés et vu que j'ai atteint, on va dire, tous mes objectifs physiques dans ma pratique du yoga et qui, eux, sont tu vois, quantifiable, par exemple, je sais pas, si j'arrive à faire telle ou telle posture, c'est quantifiable, tu vois? Alors que dans mon aspect, plus, je sais pas, méditatif ou lié au pranayama, donc les exercices de respiration, c'est pas trop quantifiable, tu vois? Tu peux pas dire: «J'ai atteint tel niveau de méditation». Donc, par rapport à ça, j'ai plus d'objectifs en soi dans la pratique du yoga qui est, bah, du coup, on va dire sur mon côté perso, tu vois? Pas mon côté pro, mais mon côté perso. Là-dedans, j'en ai pas trop, donc, et puis de toute façon, j'ai pas non plus cette notion d'objectif parce que vu que c'est ce qui me plaît le plus au monde, j'ai pas tu vois? Je me suis jamais dit une fois: «Oh non, faut que j'aille m'entraîner», tu vois? Enfin, j'ai pas ce truc-là. Hem, donc en soi, en objectif perso, c'est des questions que je me pose, tu vois? Des fois, je me dis: «Putain, il faudrait que je me trouve une autre passion ou un truc, pour faire autre chose», tu vois? Déconnecter un peu du yoga, mais j'aime tellement ça que j'arrive pas à trouver, tu vois? Quelque chose qui me Ouais, mais peut-être que ton objectif, c'est juste de garder ce que tu as. Je sais que moi, j'ai aussi ce truc actuellement où, bah, genre, ma vie, elle est trop bien. Même si je pourrais rajouter des choses, ce que j'ai, c'est trop bien et je suis juste trop content de ce que je peux faire actuellement, quoi. ouais, 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 bah, je suis assez d'accord avec ça et justement, à partir du moment, comme tu dis, où tu acceptes que comment tu es et cetera, c'est bien, c'est top. Je suis d'accord avec ça. Je dirais mon seul objectif là, vu qu'on là, on déménage en Allemagne, je sais pas pour combien de temps, en tout cas pour l'instant, donc mon objectif c'est de progresser en allemand. Bah, voilà, je dirais que j'ai que ça comme objectif perso, mais pour le coup, c'est un peu plus difficile de m'y mettre que pour aller sur mon tapis de yoga. Et justement, tu parlais de méditation, en fait, il y a des états de méditation où tu peux, entre guillemets, «atteindre quelque chose», et notamment quand tu te rapproches de la spiritualité. C'est quoi ton rapport, toi, à la spiritualité? Très complexe parce que, tu vois, par exemple, que je m'en souviens la première formation de yoga que j'ai donnée, j'avais eu l'idée et j'avais fait cette formation avec mon ancien associé de faire, une formation en fait pour les coachs sportifs parce qu'en fait dans les salles de sport, tu as de plus en plus de coachs sportifs qui donnent des cours de yoga sans être formés au yoga ou alors en ayant fait des formations pourries sur une journée. Et je dis pourri parce que, j on peut pas apprendre, enseigner une discipline en une journée, donc c'est forcément pas bon. Et nous, l'idée, c'était de se dire: «OK, on va arrêter qu'il y ait un massacre dans les salles de sport», et parce que du coup, ça donne une image mauvaise du yoga et du coup, peut-être que les gens de la salle de sport ne reviendront jamais au yoga, alors qu'en fait, peut-être que ça leur plaît. Donc faut qu'on contribue à faire quelque chose différemment. Donc on avait fait une première formation dans laquelle on avait quasiment que des coachs sportifs du coup, c'était une formation relativement courte, mais l'idée c'était de leur donner des bases du yoga pour qu'ils fassent des cours, qui tiennent la route dans les salles de sport et si tu veux, au début de chaque formation, moi je demande: «Qu'est-ce qui vous amène là? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu recherches?»
Et il y en a plusieurs qui disaient, moi je suis là aussi pour le côté spiritualité, ce qui m'étonnait de la part des coachs sportifs, mais m'étonnait très positivement. Et en fait, à chacun, je leur disais: «Mais OK, vous m'avez toi, tu m'as dit spiritualité, mais c'est quoi spiritualité?» tu vois? Et en fait, soit il y en a qui arrivaient à placer des mots qui étaient, du coup, bah, très justes, mais ça résonnait pour eux et l'autre disait peut-être pas la même chose. Soit il y en a qui savent pas. Et moi, j'ai du mal encore, je sais pas trop définir le terme spiritualité, parce que pour moi, c'est hyper, 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 hyper subjectif. Je sais même pas s'il y a un truc plus subjectif que ça. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal avec ce mot aussi, parce que pour moi, c'était trop lié soit à une image mauvaise qu'on donnait du yoga avec des gens complètement perchés, soit c'est trop lié à l'aspect religion. Et je dirais que j'ai pas de rapport avec la spiritualité, mais que j'ai plus un rapport de connexion avec, la nature, avec mon environnement, avec mon corps et je suis plus à la recherche de connexion globale avec la vie et j'ai bon, ça pourrait être ma forme de rapport avec la spiritualité, quoi. Et c'est marrant parce que moi, c'est vraiment ma vision de la spiritualité. Pour OK. moi, la spiritualité, c'est, la connexion à quelque chose de plus grand. Tu mets le nom que tu veux, il y a plein de gens qui ont mis des noms, la source, Dieu, la conscience, moi j'aime bien la notion de conscience universelle. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est cette connexion et c'est une connexion qui se passe, à travers soi. Tu Mmh. te connectes en te reconnectant profondément à toi, tu arrives à te Ouais. connecter à quelque chose de plus grand qui est en fait au fond de toi. Et la divinité, elle est pas ailleurs, elle est en nous. Donc c'est très proche de ta vision. Et pour moi, le plus important, c'est pour ça que j'y suis arrivé par le développement personnel, parce que c'est un chemin que tu fais vers toi. Et Ouais. en fait, quand tu vas assez profondément en toi, tu te rends compte qu'il y a quelque chose de plus grand qui est connecté avec toi, quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors moi, juste tout ce qui est lié à, tu vois, divinité et cetera, je rentre pas dedans, tout simplement parce que tu vois, je veux surtout pas que, des gens soient bloqués sur du yoga ou bloqués sur quelque chose ou que ça les bloque par rapport à certains termes. Donc moi, je mets aucun terme, là-dessus. Par contre, je suis d'accord avec toi dans le sens que le yoga, je trouve, aide beaucoup aussi à mettre l'ego de côté. Alors j'ai pas l'impression, tu vois, j'ai jamais eu un ego où j'étais, enfin, j'ai jamais eu un ego énorme, tu vois? Mais ça m'a aidé à complètement mettre ça de côté, dans le sens où, tu vois, par exemple, moi, je me considère pas être plus important que là, une feuille que je vois par-dessus mon balcon, tu vois? Et je rentre pas dans le truc de: «Oh là là, il faut que surtout pas j'écrase une fourmi avec mon pied, sinon c'est un truc», tu vois? Je suis pas dans une philosophie bouddhiste ou quoi, mais juste, tu vois, chaque être vivant, il naît, à la base, il est juste fait pour se reproduire. C'est le seul but en soi de notre présence sur terre. Et à la base, on est juste fait pour se reproduire et après on meurt et c'est tout, tu vois? Et pour moi, que ça soit un humain, une plante ou quoi, c'est pareil. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, j'ai pas, tu vois, j'ai pas peur de la mort dans le sens, si je meurs demain, OK. Dans le sens, ça me dérange pas parce que je suis OK avec moi-même, je suis aligné et ça fait partie de la vie, tu vois? Et pour le coup, par exemple, parler de la mort, c'est un sujet qui est tabou, tu vois? Un peu, alors que ça a aucun sens en soi pour moi d'être tabou parce que ça fait autant partie de la vie que la naissance, tu vois? Et je dirais que le fait d'être complètement aligné sur le fait que sur terre, on n'est rien, c'est-à-dire que beaucoup trop de personnes aussi, tu vois, ont besoin de reconnaissance vis-à-vis du regard des autres ou et cetera. Mais moi, j'ai pas trop ce besoin de reconnaissance des gens. Je partage le yoga pas pour que les gens me disent que ce que je fais, c'est génial, mais juste pour contribuer un petit peu sur terre. Et après, je me sens absolument pas, supérieur ou inférieur à quiconque, ni à quelconque, végétaux ou quoi que ce soit. Et pour moi, c'est ce qui m'aide aussi à me sentir bien, tu vois? Et aligné. Moi, ça, c'est une spiritualité qui a beaucoup de sens pour moi, notamment parce que, justement, le problème des termes, c'est que, certaines personnes vont regarder une vidéo, vont entendre des mots, vont Ouais, les absorber, mais pas les intégrer. Ils vont pas y mettre ouais, leur touche à eux, ils vont juste ressortir des trucs qu'ils ont appris et c'est sûr que ça fait écho parce que quand tu entends ces choses-là, normalement, ça réveille une part en toi. Mais le problème, c'est que il faut réussir à l'intégrer ensuite et ça, c'est l'étape un peu après. Et certaines personnes le font pas et vont juste recracher des choses qu'ils ont entendues et ça, c'est pas la spiritualité. C'est pas ça. ouais, Et toi, cette reconnexion que tu as, et le fait aussi que, que tu te, détaches de tout ce qu'il y a, parce que les ouais, écrits, ça peut aider, mais parfois, justement, tu te fais voiler la face. Tu penses ouais. trouver une vérité, alors que non, pas du tout, parce que c'est pas ta vérité à toi. Et toi, justement, ouais, tu as cette recherche que tu as une très, très belle vision de la spiritualité, je trouve. Bah, écoute, c'est tant mieux si ça te plaît. Moi, tu vois, c'est pas, pour moi, en fait, c'est quelque chose de très, très «intime» entre guillemets, dans le sens où,
pas intime du genre, tu vois, c'est pas quelque chose dont il faut que je parle ou quoi, mais dans le sens que, comme j'ai dit, pour moi, c'est ultra subjectif et chacun a sa vision et tu vois, je juge absolument pas quelqu'un qui croit en telle ou telle chose, mais simplement, tu vois, pour moi, bon, ça va peut-être rentrer un peu dans un débat, mais je remets pas, par exemple, ma vie en mode, je crois en un Dieu qui va, après, du coup, ma mort, me sauver et m'amener dans une forme de paradis, par exemple. Encore une fois, je juge pas, mais juste pour moi, cette démarche est un petit peu, comment dire? Tu vois, comme pour moi, c'est avoir peur un peu de la mort, peur de ce qui va se passer et remettre tous ses espoirs en quelqu'un. Et comme je le disais là dans un podcast, ce que j'ai enregistré avant, je disais cette phrase que j'aime beaucoup qui est que moi je me considère responsable de ce qui m'arrive de bien et de mal. Et bien évidemment, si je sais pas là je sors et qu'il y a un arbre qui me tombe dessus et que je meurs, j'en suis pas vraiment responsable, mais dans le sens c'est de la faute entre guillemets de personne d'autre, c'est comme ça, tu vois, juste ça arrive, ça arrive. Et pour moi c'est pareil avec la vie et le fait d'avoir aussi des attentes, des espérances sur, l'au-delà, sur autre, c'est le fait d'être pas trop forcément aligné avec soi-même. Peut-être dans une partie des cas, encore une fois, il y a pas de jugement, mais le fait d'être parfaitement aligné, avec soi et se dire que, OK, finalement, tu vois, je suis rien sur terre et c'est comme ça, tu vois? Si aujourd'hui je viens te voir et je te dis: «Non, mais tu sais que toi, t'es rien», ça paraît très méchant, tu vois? Mais parce que en général, quand quelqu'un te dit ça, c'est pour être méchant. Mais en réalité, honnêtement, c'est vrai, on n'est rien, on est un grain de poussière, on n'est rien du tout. Et beaucoup trop de gens, finalement, se donnent trop d'importance ou, comme tu dis, vont recracher des écrits, mais pour derrière avoir des éloges ou je sais pas quoi. Et c'est vrai que moi, je m'en fiche complètement de ça. Et le fait d'avoir pu réfléchir sur ça, c'est quand justement j'avais atteint des objectifs, parce qu'avant, j'étais trop dans des objectifs, etc. Et une fois que tu les as atteints, tu te dis, OK, finalement, qu'est-ce qui est important pour moi? Et je trouve que ça aide. Pour moi, c'est aussi, en gros, des problèmes de la spiritualité et c'est aussi ça qui a créé les religions. C'est qu'il y a certaines personnes, il y a des choses qu'ils comprennent pas. On a tous envie de comprendre et donc ils Ouais, vont chercher des réponses dans la spiritualité. Quand tu cherches une réponse, en général, tu trouves une réponse. Ça veut pas dire que c'est la vérité que tu trouves, et du coup, ouais, c'est un peu ça le problème et par rapport à tout ce que tu dis, par exemple, si quelqu'un cherche une réponse à c'est quoi la vie après la mort, ils vont la chercher dans des écrits et cetera. C'est pas ça. Pour moi, tu la trouves au fond de toi en reconnectant, en ayant une réflexion, heu et tu vois, pareil, reconnexion à soi, pour moi, c'est vu que tu es profondément avec toi, il y a que toi et tout le reste, il existe, mais à travers la connexion que tu as à toi. Et donc la clé, vraiment, c'est toi le plus important. Il y a pas de, voilà, tu cherches pas à mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre, tu te reconnectes. Enfin voilà, pour moi, c'est ça que ça veut dire se reconnecter profondément ouais, avec soi et bah, reprendre la responsabilité, c'est important pour être vraiment soi. Et ouais, c'est incroyable que tu aies réussi à atteindre tout ça. Enfin, en soi, moi aussi, je regarde pas spécialement, des vidéos sur YouTube parce que, bah, toujours, il y en a qui disent plein de choses. Quand tu écoutes quelqu'un, c'est un peu ça la grande question. Est-ce qu'il dit quelque chose parce que, il pense que c'est quelque chose que tu veux entendre? Ou est-ce qu'il dit ça parce que c'est ta vérité c'est sa vérité à lui? Sachant que ouais, si c'est sa vérité à lui, c'est pas forcément ta vérité à toi. ouais. Et du coup, ouais, ta démarche, je trouve que ta démarche est incroyable dans la spiritualité et tout ce que tu atteins, c'est très vrai. La relation avec la mort, pour moi, c'est vraiment une des clés et notamment, il y a, l'expérience de mort imminente. C'est Ouais, intéressant parce que tous ceux qui l'ont vécu, ils ont entre guillemets «un éveil spirituel» et ils arrivent à humainement, s'élever par rapport à leur énergie, par rapport à plein de choses. Et donc pour moi, la mort, c'est vraiment quelque chose de clé. Comprendre son rapport avec la mort, et c'est pas quelque chose sur lequel tu arrives tout de suite. Moi, j'y suis arrivé à un moment donné, c'était dans mon quatrième podcast, ouais, parce que c'était une question de quelqu'un, tu vois. Je me suis mis à réfléchir alors que ça faisait un moment que j'avais pas réfléchi. Je me suis dit qu'en fait, ça a pas de sens qu'il y ait rien après la mort, parce que je trouve que toute ma vie a tellement de sens, elle a tellement de force pour moi, que si jamais, genre imaginons que, demain il y a un arbre qui tombe dessus, tout s'arrête. Tu vois, pour moi, cette notion de continuité qui est importante partout dans l'univers, ça aurait pas de sens que ça s'arrête d'un coup comme ça, tu vois? Il y a forcément quelque chose, un rapport avec l'âme. Voilà, c'est ma vérité à moi. ouais, Ça se trouve non, et j'ai pas forcément «d'attachement à la vie» entre guillemets. Je suis content de vivre ma vie. Je suis content de tout ce que je vis sur terre et ça a pas toujours été le cas. Évidemment, à un moment donné, je vivais parce que, entre guillemets, «c'était comme ça», parce que si jamais je me suicide, ça va embêter des gens et cetera. C'était pour ça que je vivais. Maintenant, je vis parce que j'apprécie ce que j'ai et je suis ouais. reconnaissant de tout ce que je peux vivre. Et je sais aussi que parce que je suis reconnaissant de tout ce que j'ai, si jamais on vient à me l'enlever, ça sera entre guillemets «naturel» et je serai juste content de tout ce que j'ai pu faire avec le temps qui m'a été donné, quoi. Je comprends. Mais tu vois, je réfléchis même pas à ce qu'il y a après la mort, et cetera, parce que bon, cette fois-ci, je vais, du coup, envoyer un éloge aux religieux. C'est que, saint Thomas, donc, dans la Bible, disait que, en gros, il croyait que ce qu'il voyait
Et moi, je suis très partisan de ça. Et en fait, bah, si tu veux, alors, il y a l'exception des gens qui ont eu une expérience de mort imminente, comme t'en parlais, mais à part ça, personne sait ce qu'il y a dans la mort, puisque de toute façon, tous ceux qui peuvent te parler sont juste vivants. Donc, de par ça, moi, je me pose absolument pas la question, parce que j'ai plus l'impression que c'est une perte de temps, en tout cas pour moi, qu'autre chose que de réfléchir sur ça, parce que dans le fond, c'est que de la spéculation et personne n'en sait rien. Et je pense que si des gens pensent que soit quelqu'un les sauve, soit leur âme existe après ou autre, bah si ça peut que ça soit vrai ou faux, si ça peut t'aider de toute façon à avoir, à te sentir mieux dans ta vie, dans ton quotidien, bah c'est entre guillemets c'est très bien, tu vois, et on s'en fiche que ça soit vrai ou faux. À part, moi le seul truc qui me dérange, c'est le fait de proclamer que ceci est vrai, ceci est faux. Voilà, c'est tout. Après, chacun pense comme il veut, et je pense que c'est super, super important en tout cas de se dire que pour moi, tu vois, j'ai jamais cherché à faire aucun chemin spirituel. Et, et pour moi, ce qui est très important, c'est de se connecter avec soi-même. Et tu vois, par exemple, un truc que j'ai beaucoup envie de faire et que j'ai pas encore eu l'occasion de faire, c'est ce qu'on appelle au yoga les retraites silencieuses. En fait, donc c'est des moments où tu vas passer par exemple 3, 5, 7 jours ou plus ça s'appelle Vipassana, et tu vas dans un endroit, souvent avec d'autres gens, où les gens ne se regardent pas, tu parles avec personne, t'as pas le droit d'écrire, t'as pas le droit de lire, il y a rien. En fait, il y a des séances où tu peux méditer, mais il y a dans tout en silence, et il y a aucun bruit, il y a rien pendant tous ces jours-là. Et tu vois, ça fait un moment que j'ai envie de faire ça, et je me dis que le jour où je vais le faire, ça va être une horreur. Je pense que ça va être hyper difficile, parce que déjà j'aime bien parler, et surtout parce que euh, je suis, je pense, très connecté réellement avec moi-même. Et beaucoup de gens ont une grande déconnexion. Et je pense que plus tu es connecté avec toi-même, plus tu as conscience que sur Terre, t'es pas grand-chose, etc. Plus bah, le fait de passer du temps avec toi-même et à devoir accepter ça en continu, c'est pas évident, tu vois. Alors que si par exemple j'avais une vision très supérieure de moi-même que la réalité, en me disant de toute façon je suis incroyable, après il va m'arriver ça, etc. Bah le fait d'être dans du silence, dans rien, vu que j'aurais l'impression je fais dans quelque chose de faussé, c'est plus facile, tu vois. Alors que le fait d'accepter réellement la réalité telle qu'elle est, bah c'est pas quelque chose forcément d'évident non plus, tu vois. Je vais d'abord revenir un peu sur la question de la mort. Moi, tu vois, c'est entre guillemets, c'est une réponse parce que par l'absurde, parce que ce que je t'avais dit, que le tout s'arrête d'un coup, pour moi, c'est absurde. Mais du Mhm. coup, je vais pas chercher quelque chose dedans et ça change pas spécialement mon rapport à la vie. Juste une question qui était venue comme ça, un ressenti que j'ai eu au fond de moi qui me disait ça, tu vois. Et par Mhm. rapport à quand tu dis, tu crois que ce que tu vois, pour moi, Ok. c'est différent parce que tu as une notion que Joe Dispenza disait, que le cœur sait et le cerveau connaît. Peut-être que je me confonds, mais bref, Ok. l'idée c'est que tu as un ressenti du cœur qui peut te donner une notion de savoir. Et vraiment, moi maintenant, je fais attention. Quand je dis je sais, c'est quelque chose que je ressens. Mhm. euh, et parce que voilà, pour moi, c'est ça qui est important par rapport à mes croyances, etc. Et du coup, voilà, c'était par rapport à ça. Et sinon, sur Vipassana, moi aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai un ami qui justement cherchait à en faire une. Au final, ça s'est pas fait. Il va plutôt en Inde. Euh, mais par contre, j'ai un avis différent. Je suis d'avis que justement, si tu es connecté avec toi-même, en fait, il y a une richesse tellement profonde en toi que juste à être en silence avec toi-même et en te reconnectant à ça, tu vas pas, entre guillemets, tu vas pas t'ennuyer, tu vas pas avoir de. Tu vas juste te retrouver avec toi-même et tu vas être Ouais. avec toi-même. Et vu que tu t'entends bien avec toi-même, en théorie, j'espère pour toi, dans ce cas-là, ça va bien se passer. Alors, en fait, euh, j'ai l'impression que c'est presque vivre les deux extrêmes en même temps. C'est-à-dire que je suis d'accord en fait avec ce que tu viens de dire. Et en fait, j'ai l'impression que d'un côté, le fait d'être bien avec soi-même, ça aide. Et de l'autre côté, pour moi, le fait d'avoir conscience que finalement, t'es pas grand-chose, tu vois, en fait, le fait de travailler, de partager des choses, du contenu, etc., pour moi, tout ce qu'on fait, finalement, ça nous brouille un peu de la réalité, parce qu'on n'est pas en train d'être en pure réflexion. Et donc, tout ça fait qu'au quotidien, j'oublie que je suis pas grand-chose, et j'oublie que finalement, pour moi, la vie, c'est... Je suis juste une poussière, tu vois. Et en fait, simplement, le fait de se remettre dans un truc où il n'y a rien d'autre, ça te fait aussi remettre dans cette réalité-là, dont j'ai conscience, mais c'est pas qu'elle est refoulée, c'est juste qu'il y a plein de choses qui se passent par-dessus. Et du coup, bah, quand t'as plus ces choses qui se passent par-dessus, certes, je suis bien avec moi-même, je le sais et que je l'accepte, mais juste, bah oui, c'est pas forcément évident de savoir ça, tu vois. Mais oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense que les deux étapes peuvent varier entre waouh, c'est génial et waouh, c'est l'enfer, tu vois.
Déjà, ta phrase avec laquelle tu as commencé, pour moi, elle est super importante, que tu dis que c'est vivre deux extrêmes. Mmh. Parce qu'actuellement, il y a cette croyance des polarités, des dualités, qui est que l'un s'oppose à l'autre et du coup, ils peuvent pas coexister. Ouais, Alors que c'est pas ça la vérité. Ils coexistent ouais. évidemment, et évidemment, tu vas aussi entre les deux. Et justement, moi, justement, par rapport quand je disais sur le yoga, les hindous, ils ont cette notion, c'est un peu les seuls, enfin, entre guillemets, il y en a assez rares qui ont cette notion-là de l'existence de la dualité, mais aussi l'existence d'un état où tu la dépasses. Tu un état où, en fait, tu as tellement confiance de la dualité que tu arrives à trouver quelque chose où les 2 vont coexister en harmonie complète, mais dans le dépassement. Et pour moi, la représentation, c'est, l'homme, la femme et l'humain. Tu as l'homme, son opposé la femme et au-dessus de ça, tu as l'humain qui, pour moi, dépasse, Ouais. le stade d'homme et de femme. Et pour moi, c'est une notion qui est vraiment c'est une notion qui me passionne. C'est pour moi une grande recherche aussi par rapport à qui je suis en tant qu'homme. Hem Les notions d'énergie féminine, masculine, dans lesquelles on a déjà parlé dans un de mes je crois que c'était mon 10e podcast. Pour moi, c'est une notion très importante, ces énergies qui cohabitent, cette dualité, sur lequel je passe beaucoup de temps et c'est dans mon chemin spirituel, c'est quelque chose sur lequel je me pose beaucoup de questions et que je trouve totalement passionnant. Et sur cette super belle remarque, on va clôturer sur, la question du dernier invité, qui te demandait c'est quoi, dans cette, contexte de début d'année, c'est quoi que tu, repousses un peu, qui est peut-être dans tes résolutions de manière, assez fréquente et que tu repousses à chaque fois? Alors, je dirais que, bah, les seuls trucs que je repousse, c'est quand j'ai des tâches, tu vois, qui me saoulent par rapport à mon travail. Mais dans ce cas-là, en fait, bah, juste, j'organise pour que quelqu'un d'autre les fasse à ma place. Donc finalement, ça va. Après, le seul truc où c'est pas quelque chose que je repousse, mais enfin, il faudrait que je sois juste un petit peu plus assidu avec, mon apprentissage de l'allemand. Et voilà. Mais sinon, en fait, il y a pas grand-chose que je repousse en soi. OK, bah, ça me surprend pas tant que ça et mais c'est super beau et du coup, je vais te laisser poser toi ta question au prochain invité. Quel conseil, donnerais-tu à quelqu'un qui se sent perdu et qui cherche un sens à sa vie? Voilà, bon courage. OK, ouais, c'est pas une question facile, mais moi, je trouve ça complètement passionnant et j'ai hâte de voir la réponse. Merci beaucoup à toi. Si tu veux faire un petit instant promo, peut-être un petit conseil à ceux qui veulent débuter le yoga, les orienter vers un contenu, je pourrais mettre des liens dans la description. Alors, bah, pour tous ceux qui veulent débuter le yoga, je vous invite, bah, la manière la plus simple, si vous souhaitez, c'est, bah, vous pouvez commander mon livre, mon guide de yoga à la maison, dans lequel vous retrouvez, plein de postures adaptées, pour vous. Et puis sinon, beh, je vous invite à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Sacha Yoga partout, et vous aurez pas mal de petites postures aussi en vidéo et des contenus sur lesquels vous pouvez, aller après, quoi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était vraiment passionnant. N'hésitez pas à nous faire des retours. On est tous les deux disponibles sur Instagram principalement. Donc voilà, nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Très très riche. On est parti assez loin dans la spiritualité. Oui. N'hésitez pas à nous dire si vous avez réussi à suivre et ce que vous avez pensé de tout ça. Parce que quand on a dit c'est très personnel. Si jamais vous voulez développer un point de vue, vraiment, bah, ça nous ferait trop plaisir. Moi j'adore écouter tout ça, écouter vos vérités à vous. Donc n'hésitez pas.